Mouvement panafricain ALAGA. Docteur, bonjour. Bonjour, cher ami Norbert. Bonjour aux spectateurs, aux auditeurs, comme on dit. Alors, les spectateurs de la chaîne YouTube Norbert Douadi et les auditeurs de Nana FM ont donc la possibilité d'intervenir dans ce débat à partir de 7h35 sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Douadi. Une fois encore, merci de nous recevoir chez vous. Alors, docteur, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, vous l'avez appris hier, l'ancien ministre de la Transition et l'un des responsables de l'Union des forces de changement, Maître Jovi Galé, est passé de vie à trépas. Je ne sais pas si vous avez... comment est-ce que vous connaissez l'illustre disparu? Merci beaucoup, M. Norbert. C'est avec tristesse, en effet, que nous avons appris la nouvelle depuis hier. Certains ont un rapport très distant avec Maître Jovi Galé, d'autres un peu plus familiers, son cercle personnel, mais il y a aussi ceux qui ont été, comme moi, des presque compagnons dans les questions politiques. Je l'ai connu dans les salons ou dans le salon de maître du président Gilchrist Olympio. Je l'ai connu personnellement dans le salon de Gilchrist Olympio. Et après, il m'a fait l'honneur de participer à une de mes présentations d'ouvrages, notamment Question d'État, Sylvanus Olympio au cœur des relations franco-togolaises. Et il a tenu, n'est-ce pas, à voir l'ouvrage. Et j'ai encore souvenance que je suis allé chez lui, à la maison, au carrefour Y, dit Y, et dans sa bibliothèque, et nous avons eu à échanger longtemps. Je crois que c'est un monsieur qui a marqué l'histoire politique de la 4e République togolaise. Vous savez, les statuts, pour ce qui est de l'UFC, de 2010, dont tous parlent, il était l'un des artisans de l'écriture de ces statuts. Et il y a aussi eu l'accord RPT-UFC. Il a été aussi l'un des artisans. Il a d'ailleurs participé à la promotion, en tout cas à l'interne et aussi à l'externe de cet accord. Je retiens de Maître Jovi Galé l'idée d'un homme de paix, de compromis et de discussion. Vous savez, et vous ne l'aurez jamais entendu ou vu dans des conjonctures violentes, dans des invectives graves, dans la vie politique de notre pays, jamais. Il a toujours été une personne diplomate, pondérée et sage. Alors, hier, je discutais avec un universitaire qui me disait Maître Jovi Galé est un homme très instruit. Ah oui, il est très dense. Il est très dense. Et c'est l'un des prototypes de l'intellectualisme, ou encore, comme le dit souvent mon cher aîné, professeur Baudard, aujourd'hui président de l'Université de Lomé, de l'intellection. C'est le prototype de cette intellection qui n'a aucun rapport avec la diplomation, avec les diplômes. Et vous aurez des doubles docteurs ou des triples docteurs qui n'ont pas la densité de la connaissance de Maître Jovi Galé. Il est très dense, plusieurs domaines. Vous rentrez dans l'histoire, rentrez dans le droit international. On l'attendait sur un terrain de droit public ou encore de droit privé, mais il est très instruit sur ce qui est des questions internationales. Et quand vous entamez une discussion avec lui, soyez certain que vous aurez, un peu comme Gilchrist Olympio, vous verrez toujours des auteurs, des références qui sont des références connues. Et c'est très rare de voir, en tout cas ici, au Togo, des personnes qui ne sont pas des universitaires affirmés, donc qui ne revendiquent aucun titre du CAMES, mais qui possèdent beaucoup de connaissances, pouvant, n'est-ce pas, permettre à tous ceux qui l'écoutent, ou ceux avec qui il a travaillé, d'avoir un pas, vous savez, sur des questions des vides juridiques du droit civil togolais. On a eu des discussions avec lui. Je vous assure que si on l'avait écouté sur certaines difficultés de la justice, on aurait peut-être résolu de gros problèmes que nous avons aujourd'hui avec la justice, en tout cas de premier niveau.
Sociologie des coups d'État en Afrique de l'Ouest est le thème retenu par l'Institut de recherche et d'études africaines pour le démarrage de sa saison 2023-2024 des conférences savantes. Que retenir de ce thème? Alors, le thème nous a permis de mettre sur la table une série d'études qui ont été effectuées par ma personne et d'autres chercheurs sur la progression des coups d'État en Afrique occidentale depuis 1960. Et l'étude, ça a été une recension. Je parle de coups d'État réussis, pas de tentative de coups d'État, des coups d'État réussis. On a remarqué de façon extraordinaire que la décennie 60, mi-75, présente les mêmes chiffres que la décennie 2010 en allant ou suivant. C'est-à-dire, on a comme au début de l'installation des États, une série de coups d'État que nous avons pu qualifier. Et ensuite, à partir de 2010, on remarque une recrudescence des coups d'État. Mais attention, uniquement les chiffres que nous avons recensés et que nous avons publiés lors de cette conférence montrent clairement que ça ne concerne que le monde africain francophone, sous influence française. Parce que contrairement à la France, les États qui sont dans le Commonwealth, qui sont sous l'influence plus ou moins, ou qui sont des anglophones, ont à partir de 2010 enregistré un seul coup d'État. C'est-à-dire vous êtes à 0,001%. Le monde anglophone politique est complètement pacifié, régularisé. On a eu, en fait, le cas dont je vous parle, c'est le cas de Yahya Jammeh 2017. Mais Yahya Jammeh, ce n'est pas un coup d'État en tant que tel. C'est une tentative de rejeter les résultats des élections, de se maintenir au pouvoir. Il y a eu la force de la dissuasion de la CEDEAO, diplomatique, et Yahya Jammeh s'est rendu. Et donc, on n'a plus connu. Alors, vous voyez bien qu'il y a un problème avec le monde francophone. Il y a de l'instabilité dans le monde francophone. Et l'étude a permis d'abord d'identifier statistiquement cette donnée et de produire des raisons qui expliquent la recrudescence de cette instabilité dans le monde francophone. Si vous voulez quelques raisons, il y a l'irrégularité des élections. Les élections dans le monde francophone ne sont plus vraies. Parce que nous, on nous a appris, ensuite nous avons enseigné que le système démocratique libéral, le modèle libéral, postule l'égalité des citoyens. Un citoyen, une voix. C'est la voix du peuple qui détermine le choix du dirigeant. Cette logique n'est plus respectée depuis un certain nombre de temps en Afrique francophone. Et cela est cautionné par la puissance en griffe de tutelle qui joue à ce jeu malsain de politique pour des intérêts géopolitiques qu'elle seule connaît. Et à cause de cette situation, les politiques publiques de ces États ne correspondent plus aux besoins des populations. C'est important de le souligner. C'est-à-dire, vous avez été mis au pouvoir de façon frauduleuse. Vous êtes obligé de suivre les édits de ceux qui vous ont mis au pouvoir. Or, ceux qui vous ont mis au pouvoir ne participent pas de la texture sociologique de votre État. Je veux encore comprendre que nous ayons des milliardaires au Togo qui manipulent les élections pour placer des pions au pouvoir. On peut encore accepter parce que les intérêts qu'ils protègent sont au Togo. Et de toutes les façons, il y aura un pan, une classe sociale qui bénéficiera. Mais lorsque les acteurs cachés qui placent des chefs d'État au pouvoir sont étrangers, mais bien évidemment, les politiques publiques ne vont qu'alimenter les intérêts étrangers. Et c'est ça qui a créé l'insatisfaction dans nos États. Vous savez, je vais vous citer rapidement un auteur français, Rosan Vallon, qui explique la difficulté des politiques de l'égalité en France. Et il fait remarquer que dans les années 1890, ce qui a provoqué les révolutions, les premières révolutions en Europe, c'est ce qu'on appelle l'impatience des inégalités. L'impatience des inégalités. C'est-à-dire, il y a des inégalités qui deviennent de plus en plus impatientes. Et ça produit, n'est-ce pas? Et ici, chez nous, la population est vulnérable. Les terroristes, les djihadistes, ils recrutent facilement parce que l'État est absent. Alors, il y a toutes ces situations qui remettent en cause le choix des dirigeants. Et ce choix des dirigeants fait que la politique n'est plus stable.
les militaires qui, depuis longtemps, sont restés au pas, ont commencé par être sensibles aux turbulences de la vie sociale. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Avec un petit soutien étranger, ils font des coups d'État. Et donc, c'est un problème que la France doit résoudre. Et la conférence que nous avons faite, il y a eu une seconde, d'ailleurs animée par Maître Jean Degli, qui revient sur les différentes difficultés de la coopération franco-africaine. Alors, docteur, avant de donner la possibilité aux auditeurs, le diagnostic est fait. Maintenant, quelles sont, selon vous, les solutions à ce que vous venez de décrire? Alors, si on voudrait parler de grandes solutions, il n'y a que deux options. Soit l'État français, avec les dirigeants actuellement en place, renégocie tout simplement le genre de relation. Ou soit les dirigeants en place, cautionnés par la France contre l'avis des peuples, vont être renversés. Soit par des coups d'État secs, soit par des révolutions populaires. C'est-à-dire, il faut observer, il y a certains qui disent, ça ne peut pas arriver chez nous. Mais ils se trompent pour la simple raison que c'est le temps. C'est le temps. Lisez le discours de Mobutu 73, excusez-moi, aux Nations Unies. Il dit que les colonisateurs ont tout fait pour mettre l'Afrique sous leur férule. Mais lorsque le temps a sonné, il y a eu le déblocage des indépendances. Et il emploie une métaphore africaine bien connue des Congolais. Un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais mûr ou pas mûr, devant l'ouragan de l'histoire, il tombe quand même. Je veux dire que ce qui se passe va dépasser les instruments, les outils de contrôle subversif des populations. C'est le temps. Donc il vaut mieux que les dirigeants en place, qui se reconnaissent dans ce schéma, reprennent le dialogue inclusif avec leurs oppositions et mettent en place un système de politique commun qui pourra leur permettre de discuter de nouveau avec la France. Il y a aussi le principe de réalité qui veut qu'on ne puisse pas faire de rupture brutale avec l'État français. Sur beaucoup de terrains, on peut résoudre la question politique. Mais il y a des questions techniques, beaucoup de questions techniques. La langue que nous employons, elle est française. Déjà, à cause de la langue qui est une émanation de l'esprit, il y a un lien qui va prendre du temps. Donc, il vaut mieux, et c'est ce que Maître Jean Degli explique, qu'il faut un homme adulte réfléchir à une renégociation des relations. Vous avez écouté le discours du ministre Doucet aux Nations Unies. Mais permettez-moi de faire une abstracisation du ministre Doucet. Ce n'est pas lui qui parle. C'est le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui parle. Quand le ministre des Affaires étrangères se présente à la tribune des Nations Unies, il dit ce que son chef, son président lui a dit de dire. Donc lorsqu'il dit « nous sommes fatigués », c'est Faure Gnassingbé qui le dit. Et il a raison de le dire. Et ça peut être une base d'une renégociation des relations avec la France. Sinon, les dirigeants pourront bien aimer la France, mais les peuples vont la haïr. Et d'un jour à l'autre, où ces dirigeants même sauteront, où la France va subir une involution et une charge anti-sentimentale, telle que même les Français auront peur de venir dans nos pays. Moi, je ne parle pas du petit Togo. Les Togolais sont un peu accueillants. Mais il y a des pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a des pays comme le Mali. Ce sont des francophones aussi. Il y a des pays comme le Burkina, où le sentiment anti-français est tellement diffus qu'aujourd'hui, si vous êtes français, je crois que vous ferez mieux de vous présenter comme un Espagnol ou comme un Anglais dans la capitale. C'est sérieux ce dont nous parlons. Et c'est la responsabilité des politiques français. Et c'est ce que Maître Jean Degli explique, qu'il s'agit d'une lâcheté des politiques français. On leur a dit, ils ont des renseignements, ils ont des informations, ils voient l'évolution de la psychologie. Vous savez, il y a un institut à Paris qui s'appelle Institut de recherche et d'analyse de la psychologie des peuples africains. Ils ont des instruments pour comprendre comment la psychologie avance. Donc il faut que les politiques françaises deviennent de plus en plus responsables. L'homme noir ne peut pas être indéfiniment piétiné par l'homme blanc. D'ailleurs, vous m'excusez, je vais dire ceci.
Je crois que les Africains et les hommes africains doivent aujourd'hui se rendre compte de la puissance de la solidarité raciale. Je suis désolé de le dire, mais tant que les Africains, vous savez, vous êtes devant un panafricaniste, hein, le mouvement panafricain à l'AGA, nous l'avons mis en place en réseau avec d'autres panafricanistes, notamment de la France, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Nous disons ceci, que tant que les hommes africains n'auront pas compris qu'il y a des facteurs phénotypiques qui sont irréductibles, qui les mettent ensemble, qu'ils partagent et qui doivent fonder leur solidarité, ils ne pourront pas lutter contre la férule de l'impérialisme. Aujourd'hui, et je dis la dernière, je suis désolé, excusez-moi, aujourd'hui, nous voyons un peu comment les terroristes sont en train d'assaillir nos États. Les jeunes en esprit ou les jeunes du présent ne comprennent pas que c'est du déjà vu. L'historien qui est un riche en esprit, qui connaît un peu la transition, les transitions du temps, il comprend clairement que c'est le même modus operandi des années 1700. Alors, on va marquer une petite pause et puis on revient. Oh là là. « 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Allô? Oui, Pélé. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, je salue le professeur. Merci, bonjour, monsieur Pélé. Ok. Bon, d'abord, c'est normal ici à Gali que j'étais à poser moi deux questions concernant la vie politique de M. Menet. Cet homme qu'on connaissait, un grand homme qui doit servir le peuple congolais, mais jusqu'à ils sont pleins, mais qui sont dans l'ombre que le peuple va servir leur nation jusqu'à ce jour. Maintenant, je peux dire à ce qui concerne le pays, ce qui est d'actualité, surtout le cas de ceci, qui est un jour. Ce n'est que, moi je l'ai l'habitude de dire, ce n'est que la constitution qu'on vient de dire notre unité, c'est pour l'État de 1960. Ce sont des coups d'État de la France contre l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le coup d'État qui sont des coups d'État de l'Afrique contre la France. Et les coups d'État contre la France sont très petits par rapport à ce coup d'État des Français qui ont produit ce coup d'État pour assassiner un président de l'État. Alors, je voudrais que vous disiez que je ne sais pas le terme, mais docteur, je pense qu'ils avaient, ou bien ils ont dans leur main l'assassinat de Sylvain, l'enquête de tout ça. Mais si nous faisons tout, on ne peut pas chercher à savoir le rôle que l'Amérique a joué dans l'assassinat de Sylvain, mais ça va que tuer les Togolais. Parce que le rôle de la France, vous connaissez, c'est lui qui a assassiné Sylvain, le rôle de l'Amérique. Merci. Lorsqu'on dit qu'on a assassiné Sylvain, Merci beaucoup à Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61. Nana FM, allô? Allô? Oui, Arma, bonjour. Bonjour, Robert. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Armand. J'ai beaucoup apprécié les explications concernant la gouvernance en fait de son précaré. J'aimerais savoir ce qui se passe actuellement au Sahel. D'après vos informations, les Français savaient quelque part que c'est une zone géostratégique importante et aussi que l'humeur, c'est-à-dire l'ambiance des populations envers la France n'était plus ce qu'elle a toujours été. Pourquoi les gouvernants actuels n'ont pas su anticiper? Puisqu'on dit, c'est vrai, quelque part on va dire que c'est un jeune qui a pris le pouvoir et autres, mais on dit que l'État c'est une continuité. Ils n'avaient pas les informations pour anticiper cet état de fait. Merci à vous aussi, Armand.
Dans FM, allô? Bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour. Bon, monsieur, bon, vous avez bien parlé. Bon, moi, ce que je suis demandé, ne pense pas que avant, pour être président, si vous avez fait de la France pour gagner les élections, même si c'est procédure, la France soutient. Aujourd'hui, j'ai un président s'apprête à la France. Est-ce qu'il va encore gagner les élections? Secondo, est-ce que d'autres pays vont se joindre aux 3 pays sahéliens? Merci. Merci à vous aussi, monsieur Garo. Dans FM, allô? Oui, alors bonjour. Anstadido Gomé, bonjour. Bonjour, monsieur Folly. Bonjour, monsieur Max. Je commence par féliciter notre invité. Je dis souvent votre invité, mais je dis notre invité aujourd'hui. Parce que on sent avec beaucoup de vos invités, quand il s'agit de questions politiques, ils pensent autre chose et disent autre chose. Donc, sur ce point, je le félicite. Merci. Je vais prendre un seul point. Oui. Le discours de M. Robert Doucet. Nous sommes fatigués, comme il a dit. Moi, je voudrais, la question que moi, je lui aurais posée, quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On se repose, on s'arrête, et s'il le faut, on trouve un autre moyen de reprendre ce qu'on faisait et qui a fait que vous êtes fatigué pour ne plus être fatigué. Mais pourquoi ne le font-ils pas? Est-ce qu'ils ont tellement peur de ces étrangers qui ne font pas chez eux ce qu'ils nous disent de faire? Entre ces étrangers et la population, la sécurité, leur sécurité, est plus sûre chez eux et chez les étrangers, ou plus sûre avec sa population, avec laquelle on parle le même langage, on a les mêmes coutumes. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71, on peut prendre encore un auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, docteur, avant que d'autres auditeurs n'appellent, Pelé qui disait que dans les années 60, les coups d'État, ce sont les coups d'État de la France contre l'Afrique. Alors aujourd'hui, ce sont les coups d'État de l'Afrique contre la France. Je ne sais pas si vous faites la même lecture de la chose. Oui, je partage un peu cette vision de M. Pelé. En effet, nous vivons un temps de révulsion et de réaction. Et la France a fait des coups d'État dans les années 60 pour installer un ordre. Aujourd'hui, cet ordre est remis en cause par les populations et par certains dirigeants que la France elle-même aurait mis en place. C'est l'histoire qui continue. C'est l'histoire qui continue. Et je me demande si la diplomatie française, et quand j'entends un peu comment Emmanuel Macron, le président français, parle, je me demande si la diplomatie française comprend. Et si la mentalité, la psychologie française arrive à accepter qu'ils peuvent discuter avec les Africains d'égal à égal. J'en doute. J'en doute parce qu'il y a des textes et des discours et des documents que nous avons lus et que nous avons qui nous permettent de conclure qu'en fait, les Européens, ils considèrent qu'ils peuvent peut-être, ce sont des suprémacistes. Alors, dans l'évolution du monde, ils peuvent peut-être accepter que les Asiatiques arrivent un peu à leur niveau, mais jamais les Noirs. Alors, cette prise de position qui est multiséculaire est un problème pour la paix dans les relations afro-européennes. Alors, les Africains doivent se rendre compte, parce que ça, c'est une structure. C'est une structure, ce n'est pas une conjoncture. Cette mentalité est une structure. Pour déconstruire cette structure, il faut des rapports de force. Il faut être prêt pour engager des rapports de force durables avec les Européens jusqu'au moment où cette mentalité rétrograde et raciste soit brisée. Si elle n'est pas brisée, il n'y aura jamais de rapport d'égal à égal. Encore que certains parmi nous, nous ne revendiquons même pas d'égalité parce qu'on ne sommes pas égaux. Nous autres, nous sommes les premiers de l'humanité. Nous autres, les Africains,
nous avons été d'abord présents pendant des millénaires. Les autres sont venus grâce à des manipulations génétiques opérées par certains. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que l'esprit panafricaniste, depuis Prince Mars jusqu'à Marcus Garvey, je laisse tomber le courant de Du Bois, mais quand j'arrive jusqu'aux années 60, le courant panafricaniste ne peut pas accepter que les anciens de l'humanité viennent parler aujourd'hui la langue des nouveaux et que nous autres, ce soit les nouveaux qui nous préparent la nourriture, qui nous envoient des biscuits, qui fabriquent des médicaments pour nous. Et on a une révulsion contre cet état de choses. Beaucoup ne comprennent pas. Mais il faut que les Africains prennent conscience qu'il y a des choses, il faut les refuser catégoriquement. Nous pouvons nous prendre en charge. C'est ce qui s'est passé dans les années 60. Certains parmi nous avaient peur de se prendre en charge. Ils ont peur de la violence du Léviathan qui dirige les relations internationales. Ils se sont dit, il vaut mieux pour nous cacher derrière une puissance de tutelle. Mais écoutez, il faut grandir. D'autres, dans les années 60, étaient prêts. Ils avaient la capacité, la conscience de se diriger. Il y a eu un conflit entre les peureux et ceux qui étaient plus grands. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'aide de l'étranger, on a tué, on a assassiné, et Sylvanus Olympio était le... Vous voyez, on va revenir sur la pensée de Sylvanus Olympio. Il avait pratiquement toute la clé. Aujourd'hui, si on avait suivi ce self-government determination de Sylvanus Olympio, on ne serait pas dans cette situation. Alors, quand Pelé pense qu'il faut arriver à déterminer le rôle des États-Unis dans l'assassinat de Sylvanus Olympio, ben, il a raison. Et je suis heureux de l'entendre dire, parce que beaucoup font une focalisation sur la France. Mais attention, mais la France n'a pas gagné la guerre. La France n'était pas dans les années 60 une superpuissance. Laissons la parenthèse de Gaulle, à qui on a fait un coup d'État en 68, 69. Par qui? Par la CIA. C'est la CIA qui a fait descendre de Gaulle du pouvoir. Il faut comprendre que la France était en sous-traitant des États-Unis. C'est Churchill qui a fait des plaidoiries pour que la France entre dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut reprendre l'histoire. Celui qui a gagné la guerre, c'est l'URSS. Ensuite, les Américains, ils sont venus en retard précipitamment parce qu'ils avaient compris que les Russes prenaient toute l'Europe. Il fallait intervenir pour ne pas perdre la face. Mais aujourd'hui, la France était en sous-traitance. Les Américains avaient joué un rôle super important. Et je vais citer les Rothschild. Mais les rapports sont là. Ça va venir. Et je crois que le peuple togolais, dans son entièreté, devra tirer les conséquences. Les conséquences de cet assassinat. Parce que nous, on ne peut pas avoir lutté contre des colons, avoir mis en place un gouvernement qui était dans l'autodétermination, et les autres viennent l'assassiner. Et c'est tout. Et l'histoire, on ne revient jamais sur ça, jamais. Il faudra qu'on revienne sur cette question-là. Et l'intégration économique dont parlait Sylvanus Olympio, la solidarité entre les pays africains qui aurait empêché de facto toute possibilité de succès d'action militaire, de subversion des colonisateurs. Il y a toutes ces pensées qui sont des pensées politiques de haut vol. Et si vous prenez l'idéologie macroéconomiste de Sylvanus Olympio, écoutez, c'était de l'or. Il était démarqué de la pensée marxologiste, ou marxiste si vous voulez. Il était démarqué de la pensée des libéraux anglais. Il y avait une pensée économique sui generis, on peut dire togolaise et africaine. Et on aurait pu travailler sur cette pensée et créer une économie qui ne serait pas aujourd'hui dans les mailles des problèmes que nous vivons, des problèmes qui expliquent la fatigue de nos dirigeants. Effectivement, nos dirigeants sont fatigués. Alors, on va revenir sur ces discours du ministère en charge des Affaires étrangères. Armand, qui pense qu'aujourd'hui, quand on prend ce qui se passe au Sahel, c'est une zone stratégique, géostratégique assez importante, et où le sentiment anti-français, comme vous l'avez si bien dit, était un peu développé. Pourquoi les dirigeants français n'avaient pas anticipé sur la situation? Non. Les dirigeants français sont au courant de tout ce qui se passe. D'ailleurs, le Sahel était une zone de trafic. Trafic de drogue, trafic d'armes, ainsi de suite. Trafic d'êtres humains. Ils étaient au courant, ils sont au courant de tout. Ce qu'ils ne pouvaient pas prévoir, c'est le réveil de l'Africain. C'est parce qu'ils ont toujours fait ce qu'ils font. Mais ils ont toujours trouvé des Africains condescendants, accommodants, qui faisaient le jeu. Et le fait, en fait, vous savez,
le cercle de pouvoir en Afrique francophone est sous surveillance. On ne permet pas à n'importe qui d'y rentrer. Et c'est le verrou de sécurité des intérêts français. C'est comme ça, le peuple peut bouillonner. C'est comme une tornade dans un verre ou dans une bouteille. Ça ne change rien à l'extérieur. Tant que le sérail est contrôlé par les services français. Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que dans le sérail puissent rentrer des individus qui ne sont pas soumis à la pensée de la gestion des États par la France. C'est ça le problème en fait. L'infiltration d'une mentalité nouvelle dans le sérail. C'est ça le problème. Et c'est ça, ils ne pouvaient pas le prévoir parce que lorsque le temps agit, il dépasse les capacités de réaction, d'action des humains. Voilà. Alors, quand M. Garot vous demande, est-ce qu'avec les analyses que vous faites, est-ce que vous pensez que d'autres pays vont se joindre à ces pays-là? D'autres pays de l'Afrique occidentale? D'abord, je ne sais pas si cette coalition va durer dans le temps. Je crois que les États, les pays africains observent. Il faut une longue période d'observation. S'il y a des bases économiques, d'intégration et de stabilité. Vous savez ce qui se passe là-bas? Il y aura une longue période de déstabilisation. Ce n'est qu'après, en fait, c'est une union de guerre. Ils ont fait ce qu'on peut appeler une union de sécurité collective. C'est de la sécurité collective. Ce n'est pas une union pour le développement. Ils ne sont pas dans une économie de développement. Ils sont dans une économie de sécurité. Donc on ne peut pas y adhérer comme ça. À moins qu'un pays vive les mêmes déboires que ces trois, il peut y avoir une entrée. Sinon, les pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Bénin, qui sont là, le Sénégal, ne vivent pas ce que ces trois pays vivent. Ils ne peuvent pas y entrer comme ça. Donc, je doute qu'il y aurait une entrée. Mais si la déstabilisation finit par toucher nos États aussi, par solidarité, je crois qu'à travers le Mali et la présence russe au Mali, d'autres États, pour se défendre, vont devoir rentrer dans cette union de sécurité collective. Alors, quand Mas Dadi de Gomé, prenant le discours du ministre en charge des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, il trouve que quand on est fatigué, il faut trouver un autre moyen de faire les choses. J'avoue ne pas avoir bien compris. Alors, il dit dans son discours, le professeur disait on est fatigué. Et l'auditeur disait quand on est fatigué, il faut trouver un autre moyen pour faire les choses ou bien on a peur des étrangers. Vous voyez, ça me rappelle une des questions que j'avais posées au maître Degli à la conférence. Est-ce que le Togo, en état actuel, est en mesure de faire une rupture, de changer l'approche de ses relations internationales avec les partenaires? C'est une question complexe. Moi, je crois que notre gouvernement, le chef de l'État en particulier, ils font l'essentiel. Ils font l'essentiel avec les pesanteurs existantes que nous autres, qui ne sommes pas dans le sérail, ne pouvons pas tout à fait saisir. Ils font l'essentiel. Et le discours, l'appel qui est lancé, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas seulement un mot. Et les mots ne sont pas vains. Vous savez, les mots ne sont pas vains. On crée la société à travers trois instruments. Le verbe, la raison et l'acte. Donc, lorsque les personnes parlent, il ne faudrait pas considérer que c'est du verbiage. Parce que la parole a son effet. C'est de l'action, en fait. Ce que le ministre Doucet a dit, disons, affirmant que nos États sont fatigués, c'est un appel à la diplomatie française. Il faut changer les choses. Et ils vont commencer par changer, par négocier de nouveaux types de rapports. Donc, il faut pas penser que c'est parce que le gouvernement considère qu'il est fatigué que le gouvernement doit partir, ou bien que le gouvernement doit cesser de collaborer avec la France. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes encore dans la zone franc. Et la zone franc a des implications importantes dans beaucoup de domaines, de la fiscalité internationale, à la sécurité, à la coopération, à la politique des aides, à plein de choses. Et on ne peut pas faire de rupture comme ça. Même si certains sont prêts pour faire de la rupture,
il faut qu'ils aient un modèle de rechange, qui soit expérimenté et prêt à prendre la relève. Mais il faut savoir que personne n'aime les Noirs sur la terre. Personne n'aime les Noirs sur la terre. Et cette dimension, c'est-à-dire, nous, on n'a pas d'autre choix que de nous entendre entre nous et de trouver des solutions pour nous protéger. Il y a un verset de la Bible chrétienne qui est une parole prononcée par le Christ, le véritable, par le faux Jésus-Christ, le Christ le véritable, qui disait dans une parabole que le propriétaire du champ est venu, il a semé. La nuit, l'ennemi est venu pour semer de l'ivraie. Mais le propriétaire a décidé de laisser l'ivraie et la bonne semence croître ensemble et attendre la moisson. Il entraîne le Christ véritable. Pour ceux qui ont la version complète de ce texte, qui n'est pas canonisé dans la Bible catholique, le Christ était dans une parabole de l'histoire des races. De l'histoire des races. Et il a dit ensuite, tous vous haïront à cause de moi. Mais les gens croient qu'il parle des chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens brésiliens, occidentaux, chinois, que tout le monde tente de haïr. Non, il se trompe. Le Christ parlait du peuple africain, le peuple noir, dont il est lui-même issu. Je dis ici que le Christ était noir. Et le ministère du Christ était pour aviser les peuples noirs que le Léviathan descendait sur terre et qu'ils vont rentrer dans une période de turbulence. Mais le Léviathan sait qu'il a peu de temps. Apocalypse 12. Et donc, le Christ était venu pour aviser les peuples noirs qu'ils vont rentrer dans une période de souffrance. Et donc, c'est de ça qu'il parle. Il dit, tous vous haïront. Donc, si tous vous haïssent, et vous-même entre vous, vous ne vous comprenez pas, vous croyez que les gens vous aiment, vous vous trompez. Je crois qu'il faudra décoloniser. Il faudra... Voyez l'institut que nous avons mis en place. L'institut est sorti de discussions que nous avons eues avec des intellectuels à Paris. Moi, j'étais rentré depuis 2015 et on a tardé. Mais l'idée, c'est de mettre sur la place des débats qui sont interdits dans les cénacles de savoir canonique. Par exemple, les universités, le savoir est canonisé. On ne peut pas tout dire à l'université. Mais il y a des savoirs qui sont importants pour la société, qui doivent trouver des panels d'expression. Et nous invitons, j'invite ainsi par là, tous ceux qui possèdent des savoirs endogènes importants pour réfléchir sur le sort de l'Afrique, le sort de notre pays, pas en contradiction avec nos gouvernements, mais pour aider ceux qui gouvernent à mieux gouverner. Nous disons merci au docteur Ekoy Gada, président du mouvement citoyen uni pour l'intégration, l'ES mouvement panafricain à l'AGA. Merci également à Nestor Glo pour la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.